Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Zika Wazika, philosophe et citoyen congolais. Nous l'invitons parce que nous avons lu son bel ouvrage Congo-Brazzaville, Quelle démocratie pour demain. Et cet ouvrage, je vous l'avoue, moi personnellement, Mingwa m'a bluffé. J'ai trouvé dans cet ouvrage plusieurs réponses aux problèmes du Congo, même si je ne suis pas d'accord. En tout cas, je nuance certains propos de cet ouvrage que je vous invite tous à lire, en particulier les hommes politiques congolais. Monsieur Zika Wazika, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation parce que la plupart du temps, excusez-moi de le dire, c'est pas pour vous congratuler de plus belle, souvent nous avons des invités qui ne proposent rien, mais en tout cas rien comme solution pour le Congo, hormis le départ de monsieur Denis Sassou Nguesso. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles conditions et pourquoi vous avez écrit cet ouvrage? D'abord, merci de me recevoir dans ce studio. Et pourquoi j'ai conçu cet ouvrage? Je crois que, comme beaucoup de Congolais, j'ai rêvé, quand on a annoncé la conférence nationale, j'ai rêvé de ce moment où on vivrait désormais dans un état de droit. Or, à la place, qu'est-ce que j'ai vu? À la place, j'ai vu un dictateur sorti des urnes. Alors je me suis dit, il faut vraiment penser les conditions de possibilité de la démocratie au Congo. Parce que là, on a été surpris par la conférence nationale, on a cru que la démocratie était simplement une affaire politique, qu'il s'agissait de créer des partis. D'ailleurs, la première conséquence de la conférence nationale, ça a été la multiplication des partis. On a cru que la démocratie, c'était le multipartisme. Eh ben, le citoyen congolais que je suis s'est trouvé vraiment désolé de constater à quoi nous conduisait justement la quête démocratique. Alors, monsieur Zika Wazika, dans votre ouvrage, d'emblée dans l'introduction, vous proposez la dissolution de tous les partis politiques, en particulier l'UPADS, le MCDDI, le RDPS, le PCT, bref, tous ces partis qui ont été les pionniers de la démocratie congolaise, en tout cas des leaders qui étaient à la tête de ces partis politiques-là. Pourquoi voulez-vous qu'on dissolve ces partis politiques? Alors, tous ces partis que vous citez ont certes été des initiateurs de la démocratie. Tout à l'heure, je parlais du multipartisme. Ils ont contribué justement à sortir du monopartisme, mais en même temps, ce ne sont pas des partis qui se sont constitués sur une base démocratique, sur l'idéal démocratique. Ce sont des partis, comme vous le savez tous, à caractère ethnique. Et ça nous a donné lieu à des affrontements ethniques et le recrutement des milices. Donc, c'est des partis qui ont du sang sur les mains. Autrement dit, du point de vue même du respect des idéaux démocratiques et du respect des populations, on ne peut pas continuer à arborer les noms de ces partis sur l'espace public. Et je crois que c'est par respect qu'il faut commencer d'abord par justement se débarrasser de ces partis et en créer de nouveaux qui représenteront tout autre chose que ceux qui sont là, qui ne représentent plus que les régions, des ethnies, etc. Alors, monsieur Zika Wazika, moi j'entends bien que sur le plan de la symbolique, vous vouliez que ces partis se dissolvent. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais est-ce que finalement, le vrai problème, ce n'est pas les acteurs de ces partis politiques-là? Est-ce que vous ne pensez pas que dissoudre ces partis politiques-là
ne résoudra rien puisque les acteurs de ces partis pourraient aller ailleurs, appeler, en tout cas créer d'autres partis politiques et le problème restera entier. Est-ce que le problème, ce n'est pas les acteurs politiques et non les organisations qu'ils animent? Alors, le problème, c'est certes les acteurs, mais les acteurs sont dans une structure. On ne changera pas les acteurs peut-être, mais si les structures ne permettent plus de retomber dans des partis à caractère ethnique, je crois qu'on aura déjà gagné. On pourra ensuite tabler sur l'éducation et sur justement la confrontation possible entre élites ethniques au sein d'un même parti pour pouvoir justement faire progresser la pensée politique congolaise, pour faire émerger une nouvelle pensée. Alors, je sais que dans votre ouvrage, vous n'êtes pas allé jusqu'à l'interdiction des acteurs politiques qui ont été à la tête de ces partis politiques-là, mais est-ce que, la question que je vous pose est de savoir, est-ce que comme à la conférence nationale, je crois que vous le savez comme moi, il y avait eu l'idée d'interdire aux hommes politiques présumés avoir participé à des assassinats de ne pas concourir au suffrage universel ou au suffrage des électeurs. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, avec l'interdiction ou la dissolution de ces partis politiques-là, que les acteurs, en tout cas les animateurs de ces partis politiques-là, soient dans une espèce d'interdiction ou de quarantaine politique? En tout cas, les gens qui ont été impliqués dans des crimes doivent être jugés. Ça relève d'une autre logique. Il y a d'une part la logique politique, comment créer des conditions et de possibilités d'une émergence et d'un état de droit. Et il y a le problème de ce que chaque individu a pu faire. Chaque individu doit répondre de ses actes, ce qui est tout autre chose. Sur le plan du droit, bien sûr qu'il va falloir répandre des crimes qui ont été commis, parce que sinon on ne comprendrait pas. Sinon, effectivement, il n'y aura pas de raison de punir ceux qui en commettront d'autres. Il va bien falloir montrer l'exemple. Alors, vous dites qu'il va falloir punir, il va falloir que la justice passe, puisqu'il y a eu des milliers de morts au Congo-Brazzaville, mais puisque, là vous l'avez dit, et vous le répétez dans votre ouvrage, que les partis politiques sont à caractère ethnique, aujourd'hui, je vais juste prendre un exemple pour imager, je pourrais prendre l'exemple sur les principaux leaders politiques. Aujourd'hui, M. Kolela, parfait, est considéré comme le leader du pôle. M. Denis Sassou Nguesso est considéré comme le leader du Nord, ou M. Tsassima Biala. Bon, bref, on pourrait comme ça multiplier les exemples. Est-ce que demain, si on traduisait M. Tsassima Biala par exemple, ou M. Denis Sassou Nguesso, ou M. Parfait Kolela et j'en passe, ça ne serait pas, quelque part, exacerber les haines tribales en sachant que ces leaders politiques-là sont... ces leaders politiques ont des bases tribales. Est-ce que demain, traduire M. Kolela, par exemple, ne va pas aller à l'encontre des sentiments des ressortissants du pôle, par exemple? Il en sera ainsi si effectivement ceux qui jugent ne sont pas considérés par la nation comme étant animés simplement d'un souci de justice. Effectivement, et je comprends tout à fait, la justice telle qu'elle est exercée aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle est aux ordres. Donc tout dépendra de l'esprit qui va animer justement le tribunal. Je crois qu'à ce niveau-là, si justement chaque condamnation d'un leader politique est perçue comme la persécution d'une ethnie, c'est parce que précisément ceux qui se disent et des juges n'ont pas la posture du juge et ne sont pas perçus comme disant le droit. Si effectivement ceux qui seront désormais les membres de la Cour sont perçus par la population comme représentant réellement la justice, il n'y a pas de raison que ce genre de problème se pose.
Zika Wazika sur Congo Liberty, on va rebondir sur les partis politiques, en tout cas sur les méthodes qui sont les leurs. Alors, vous dites dans votre ouvrage que les partis politiques sommeillent tout le temps et ne s'éveillent qu'à l'orée de l'élection présidentielle. Est-ce que par là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'existe que pour l'élection présidentielle? Ben, absolument, puisque précisément seul et avec le présidentialisme, seule l'élection présidentielle décide de tout. Alors, une fois que l'élection présidentielle est passée, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a plus rien à faire. Hein, ça, ce sont les conséquences justement du présidentialisme. Hein, un homme a tous les pouvoirs, et justement, c'est quand le pouvoir de cet homme est en jeu que la politique, justement, se réveille et que les partis commencent à se manifester. Vous avez un des auteurs de Congo Liberty, en tout cas un des rédacteurs, M. Lucien Pambou, qui dit que l'opposition congolaise n'a aucune alternative politique ou économique, en tout cas n'a pas de programme, et que celle-ci n'attend que de remplacer M. Denis Sassou Nguesso, mais ne proposera rien aux Congolais. J'ai cru lire dans vos propos, en tout cas dans votre ouvrage, si vous voulez, le même constat fait par Lucien Pambou. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Je peux dire qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition, il y a des oppositions. Et à partir du moment où il y a des oppositions, les différences ne sont pas des différences au niveau des idéaux, les différences se font bien sûr au niveau simplement de la conquête du pouvoir. Donc c'est justement, à mon avis, il faut faire émerger des partis à caractère national pour en finir avec cet émiettement de la classe politique qui finalement n'a pas d'idéal. Oui, mais c'est pas parce qu'il y aura des partis politiques nationaux, si les gens sont paresseux à la base, ils n'auront pas, si vous voulez, excusez-moi, l'ingéniosité de proposer un projet de société aux populations. Est-ce que là ne se pose pas le problème de l'intellectuel congolais dont la paresse est devenue fait légion aujourd'hui? Non, mais justement, un parti à caractère national, c'est un parti désormais qui va se construire sur un projet de société émancipateur. Puisque ça devient justement, au lieu de se battre pour un leader de la tribu, ou de se battre pour la proximité, pour les siens, ou de rester enfermé dans l'égoïsme, on va devoir travailler sur un projet de société. Puisque, que voulez-vous que les élites des différentes régions aient à se dire? Sinon, justement, réfléchir sur un projet de société. Moi, je crois que un parti à caractère national va inévitablement mettre les gens en situation de penser un projet de société. Alors, nous vous avons invité aussi parce que, comme je vous l'ai dit d'emblée, vous faites des propositions. Parmi les propositions que vous faites, vous dénoncez le dispositif institutionnel du Congo-Brazzaville, en particulier le présidentialisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet et quelle est pour vous la solution? Alors, le présidentialisme, c'est vrai que c'est pour moi, je pourrais dire, la plaie de la politique congolaise, parce que tous les problèmes qu'on a, tous les problèmes politiques en tout cas que nous rencontrons sont dus au présidentialisme. Alors le présidentialisme, ça n'a rien à voir avec la personne du président. Il y a d'une part la personne du président, mais il y a le présidentialisme qui est le fait qu'on accorde à cette fonction tous les pouvoirs. Il est connu que tout homme qui jouit d'un pouvoir absolu est tenté d'en abuser. Et donc on comprend très bien que quelle que soit la personne qui sera dotée de ces pleins pouvoirs, la personne en question sera tentée d'en abuser. Donc le présidentialisme, c'est vraiment pour moi la première des choses à laquelle il faut remédier. Parce que accorder un pouvoir financier, économique, un pouvoir de décision sur n'importe quelle réalisation, et quand on veut construire une petite route dans un village, il faut passer par le pouvoir politique, ce n'est pas possible.
Le pouvoir est trop important pour un homme. Un pouvoir absolu accordé à un homme ne peut conduire qu'à des abus. Alors, à ce sujet, j'invite les Congolais à relire la brillante tribune de Félix Bancondampélé, qui a rédigé un article appelé Repenser le président africain. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur Zikawazika, vous dites aussi que le présidentialisme est la porte ouverte à l'impérialisme économique au Congo, c'est-à-dire que le présidentialisme, pour faire une caricature, c'est le cheval de Troie de la France-Afrique, par exemple, au Congo. Comment vous l'expliquez ça? Alors, le présidentialisme, effectivement, fait que on peut, puisqu'il s'agit de négocier simplement avec un homme, et non plus de passer par le Parlement ou d'autres structures, eh ben, on voit très bien qu'il suffit de corrompre un homme pour qu'on ait la même mise sur son économie, pour qu'on ait la même mise sur l'économie de tout le pays, pour qu'on ait la même mise sur toutes les structures économiques, bancaires, etc. Et vous proposez quoi à la place? Eh ben, de faire justement, de déprésidentialiser le pays pour que désormais le pouvoir soit diffus. Hein, de sorte que désormais ce n'est plus un homme ou même une seule structure qui détienne le plein pouvoir. Autrement dit, veiller à une séparation et un équilibre des pouvoirs. Est-ce qu'on serait dans un parlementarisme? Est-ce que vous avez une proposition à nous faire? Aujourd'hui, beaucoup parlent du fédéralisme, par exemple, ou d'une confédération à l'image de celle de la Suisse. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez réfléchi au type d'institution qui pourrait s'accommoder aux réalités congolaises? Alors, bien sûr, il me semble que, étant donné la situation du Congo, c'est vraiment l'unité pour laquelle il faut œuvrer. Il faut œuvrer pour l'unité nationale et toute solution qui irait vers la dislocation du pays, le fédéralisme disant, c'est plusieurs États dans un État. Hein. Or, on sait déjà aujourd'hui que nous vivons dans un fédéralisme de fait. C'est-à-dire nous vivons dans un fédéralisme de fait, c'est-à-dire les partis qui sont là représentent une région et des régions qui entendent vivre sans se soucier justement des autres régions. Hein. Et le fédéralisme serait une manière d'entériner juridiquement, de reconnaître cet état de fait. Autrement dit, ce que je crains moi dans le fédéralisme, c'est que désormais, ça soit une guerre entre les régions qui serait juridiquement reconnue, avec les dangers qu'on connaît. Autrement dit, faute d'avoir réussi au niveau national, hein, on va se recroqueviller sur les régions et essayer de construire ce qu'on n'a pas pu construire ensemble. Hein. Et ça, à mon avis, c'est un leurre, parce que, d'une part, l'objectif étant de construire un État, si cet État, on ne l'a pas réussi au niveau national, je ne sais pas pourquoi on le réussirait au niveau régional. Alors, et une des conséquences du fédéralisme, c'est d'abord l'émiettement du pays. Nous essayons de remédier au régionalisme, hein, nous essayons de remédier à la division tribale, et là, ça va être l'occasion pour les régions de se diviser encore de nouveau, des régions où chacun saisira la moindre occasion pour faire valoir au sein de la tribu une sous-tribu, hein, et ça conduirait bien sûr au problème qu'on voit au Soudan par exemple. Oui, mais quand vous parlez du fédéralisme, effectivement, bon, c'est un concept. Après, on peut tout mettre à l'intérieur de ce concept-là, mais il y a quand même un cadre. Aujourd'hui, le fédéralisme ne veut pas dire que celui qui sera à la tête d'une fédération aura les pleins pouvoirs au sens où l'État central ne contrôlera rien. Il y a quand même, je pense, un cadre qui peut permettre un certain contrôle. Est-ce que vous ne condamnez pas le fédéralisme sans avoir effectivement vu les différentes propositions des uns et des autres, en particulier celle de David Londi, qui est aujourd'hui
une personne qui milite à ce sujet, comme bien d'autres. Hein. Je vois sur le site Congo Liberty les différents échanges. On peut citer Ayatonga, on peut citer les OISI, bref, toutes les personnes qui participent au forum. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Alors, seul ou pas, je crois que la vérité ne dépend pas du nombre. Hein. Une vérité, les vérités du point de vue de la raison. Hein. Elle n'est pas vérité parce qu'on est plus nombreux ou moins nombreux. Hein. Alors, pour dire les choses autrement, quelle que soit la formule fédéraliste qu'on choisit, on ne pourra pas éviter qu'il y ait une aggravation de la bureaucratie. Il s'agira par exemple de grossir la classe politique en créant une bureaucratie encore plus importante, puisque il s'agira dans ces États qui feront partie de la fédération, il s'agira de recréer des structures comme l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils municipaux, les conseils régionaux, etc. etc. Hein, et d'autre part, très dangereux, des dictateurs locaux, les potentats locaux qui seraient là, directement donc ayant prise sur les populations, qui pourront, à travers le pouvoir qu'ils détiennent, régler les comptes personnels. Alors là, la tyrannie qu'on peut voir aujourd'hui de loin, hein, au niveau national, hein, rentrerait dans les foyers en quelque sorte. Et bien sûr, tout cela, comme je disais tout à l'heure, conduit encore à l'aggravation de la division du pays. Mais plus encore, et j'insiste là-dessus, pour ma part, mes convictions morales et philosophiques m'interdisent de promouvoir ce type d'homme. La vision d'homme que j'ai, moi, c'est celle du Congolais républicain, hein, qui se verrait comme citoyen, et non pas comme ressortissant de telle ou telle ethnie, regardant les autres en chaîne de faïence. Vous parlez dans votre ouvrage de la décentralisation. Je vais répéter ma question. Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire que votre concept de la décentralisation est une décentralisation à l'image de la France. Est-ce que vous pouvez nous donner les images ou par analogie une décentralisation qui existerait déjà sous d'autres cieux qu'on pourrait, entre guillemets, je dis bien, transposer au Congo? Alors, je crois qu'il ne faut pas chercher des modèles. Hein. Le Congo, comme tout pays, est un cas particulier. Mais s'agissant de la décentralisation, une chose est vraie, c'est que le but, c'est avant tout de libérer les forces vives. Faire de sorte que, quand il y a une rue à construire dans un petit village, on n'ait pas recours au pouvoir central. Faire de sorte que, dans les communes, dans les villages, il puisse y avoir une coopération décentralisée qui permettra justement aux élus locaux de pouvoir, par exemple, coopérer avec des collectivités locales et des pays étrangers. Hein, faire de sorte que une dynamique économique, une dynamique constructive se dégage au niveau même au niveau de base. Zika Wazika sur Congo Liberty, nous sommes en train d'analyser, en tout cas d'éclairer les Congolais à travers l'ouvrage rédigé par M. Zika Wazika. Dans votre ouvrage, vous parlez de fait que beaucoup de Congolais feignent d'ignorer ou par lâcheté ou tout simplement par déni. Vous avez parlé avec ces partis tribaux-là d'un clivage nord-sud. Vous avez M. Robert Poitier-Pongo qui pense que la résolution des problèmes du Congo passe par une solution nord-sud, c'est-à-dire un Bongi, où on parlerait de toutes ces histoires-là. Mais vous en parlez quand même, peut-être pas comme M. Poitier-Pongo dans votre ouvrage, où vous dites qu'au Congo, il y a quand même un clivage nord-sud. Comment pouvez-vous, en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous releviez ce fait-là? J'en parle, mais il faut entendre par là justement les dégâts causés aujourd'hui par la tribalisation de l'action politique. Hein, le remède, pour moi, il faut qu'il y ait effectivement une émergence de partis à caractère national. On fait comment pour avoir des partis à caractère national? Par exemple, on peut procéder de deux manières. Hein. Premièrement, juridiquement, faire de sorte que
la Constitution, en tout cas, autorise le financement par l'État, hein, le fait que l'État puisse subventionner des partis qui pourront se présenter en ayant au moins 10% d'électeurs, hein, dans chacune des régions. Hein, et à partir de là, justement, promouvoir ce type de parti pour que les élites ethniques qui jusque-là se regardent en chaîne de faïence puissent dialoguer. Mais cette fois-ci autour d'un idéal, qui ne serait plus un idéal tribal, un idéal ethnique. Hein, moi je crois que c'est une des voies juridiquement. Et ensuite, bien sûr, et toutes les bonnes volontés, là c'est maintenant au niveau politique, toutes les bonnes volontés qui se reconnaissent dans cet objectif, à savoir la nécessité au Congo de faire émerger des partis à caractère national, eh ben, peuvent effectivement se retrouver, hein, au sein de ces formations, qui seraient de nouvelles formations et qui engageraient précisément une nouvelle manière de faire de la politique. Zika Wazika sur Congo Liberty, vous dites aussi dans votre ouvrage, il y a un chapitre qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup intéressé, c'est celui de l'éducation nationale, donc de l'école. Vous dites que les différents gouvernants congolais ont à dessein détruit l'école pour que les populations restent dans l'obscurantisme afin de les instrumentaliser, comme ça se passe aujourd'hui. C'est quand même des accusations graves. Vous êtes en train de nous dire que M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas son pouvoir, puisque ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, excusez-moi de dire ça, qu'à dessein a fait en sorte que l'école ne fonctionne plus pour qu'il continue d'instrumentaliser les populations, mais en sachant que les autres aussi en profitent. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit dans votre ouvrage? Et quelles sont les solutions? En tout cas, vous allez au Congo, vous discutez avec les membres de l'élite, qu'ils soient impliqués dans l'action politique ou pas, ils font tous l'éloge de l'école privée. L'école publique, personne ne s'y intéresse. Alors, je n'ai pas à décrire les conditions matérielles dans lesquelles ces élèves sont scolarisés. Hein, chacun a pu le constater. Hein, en tout cas, une chose est vraie, c'est qu'une cité n'est bien gouvernée que si les citoyens sont bien éduqués. Et donc, l'éducation publique est une affaire politique. C'est peut-être la première affaire politique. Hein, et chez nous, il est clair que le fait de délaisser l'école publique fait l'affaire du politique. Il s'agit justement d'avoir une population non éclairée qui pourra être, qui est manipulable, qui pourra toujours s'en remettre au lettré, qui lui sait lire, écrire, hein, et pour déchiffrer son courrier, il aura besoin du lettré, dont il sera dépendant, etc., etc. Cette dépendance commence justement d'abord par ce paternalisme qui fait qu'on a recours à celui qui sait lire, écrire pour lire sa facture. Mais c'était déjà le cas pour nos grands-parents. Nos grands-parents avaient une certaine sagesse sans avoir de doctorat ni de bac. Donc, votre argument, excusez-moi, j'essaie juste de le nuancer. Ah, ce n'est pas la même chose. Nous essayons de construire désormais une démocratie moderne. C'est ce à quoi nous aspirons tous maintenant. Et cette démocratie moderne nous sort de l'oralité pour entrer dans l'écrit. Hein, je crois que tout le monde est d'accord ici que ce que nous voulons, c'est un état de droit avec justement un droit écrit, hein, auquel chacun peut se référer. Et si effectivement on veut rester dans l'oralité, si on veut rester dans la démocratie africaine qui fonctionne sur la base des villages, etc., il faut le dire. Monsieur Zika Wazika sur Congo Liberty, on va continuer sur l'éducation au Congo. Comme vous le dites, monsieur Zika Wazika, et je suis d'accord avec vous, en partie, mais en partie seulement, je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai qu'un peuple non instruit est à la merci de tous les charlatans, en tout cas les premiers charlatans venus. Mais on constate aussi qu'il y a au Congo une élite
gangstérisé, comme dit M. Félix Bankounapele. C'est-à-dire que vous avez au sein de la diaspora plusieurs Congolais instruits, mais qui soutiennent des leaders politiques de leur région sans qu'ils ne soient des hommes politiques, sur le simple fait qu'ils soient de la même région. Vous allez entendre des intellectuels de Poul dire sur Parfait Kolela, malgré ce qu'on peut lui reprocher, Nia Dikwa ou Chirineto. Vous allez de l'autre côté chez Tsatsima Biala, vous allez entendre pratiquement la même chose en disant Nia Dika Kame Bikanabe, c'est-à-dire que c'est le seul qui nous reste malgré ces conneries, on continue de le suivre. Idem pour M. Denis Sassou Nguesso. Donc, est-ce qu'au Congo, le problème ne va pas au-delà de l'instruction, mais, si vous voulez, de notre emprisonnement au tribalisme? Ah non, mais surtout pas. Précisément, ça sont les conséquences de l'analphabétisme et du lettrisme. Mais c'est quand même des docteurs et des diplômés qui se comportent comme ça. Justement, le problème n'est pas de créer une élite. Le problème est d'élever le niveau d'instruction de la masse. Il s'agit d'élever le niveau d'éducation de la masse, pour que ces masses elles-mêmes puissent répondre et comprendre les manipulations dont elle est victime. Donc, ce n'est pas tant de faire de tous les citoyens des docteurs en ceci ou en cela. Non, il s'agit d'élever le niveau d'instruction de la population pour qu'elle soit elle-même en mesure de juger des supercheries et de la manipulation et des hommes politiques. Pour que chacun, justement, en son âme et conscience, sans qu'il se confie à l'homme de la tribu parce qu'il sait lire, écrire, etc. Il faut donner à la population la capacité de décrypter elle-même le discours de celui qui est en face. Donc, ne pas se laisser, en quelque sorte, emporter par la magie du diplôme. Et ça, on le fait avec les citoyens bien éduqués qui peuvent lui-même comprendre. Je n'ai pas besoin d'être aussi intelligent que celui qui est en face de moi pour comprendre que ce qu'il dit manque de cohérence, que ce qu'il dit est purement intéressé. Mais comment comprendre que des intellectuels congolais, comme je vous le disais, qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui continuent de soutenir certains leaders de leur région d'origine? Comment expliquez-vous ça? Parce que je sais que vous êtes philosophe, mais en lisant votre ouvrage, sans savoir que vous êtes philosophe, on pourrait croire que vous êtes sociologue. Comment expliquez-vous ça? C'est que vous oubliez quelque chose. C'est qu'un homme, c'est des intérêts. Un homme, c'est aussi des intérêts matériels. Et c'est votre élite à laquelle vous renvoyez n'est pas sans se soucier de ce point de vue-là, de ses intérêts matériels. À ce niveau-là, justement, c'est pourquoi il est intéressant et important d'instruire la population. Parce qu'elle peut comprendre entre un discours intéressé, un discours idéologique, justement, qui est tenu au nom de l'intérêt général, mais qui en réalité œuvre pour des intérêts particuliers. Je crois que une population instruite peut déceler cela. Donc, il n'y a pas de contradiction à voir des gens très intelligents et qui se mettent au service d'un homme politique pour des intérêts personnels. Zika Wazika sur Congo Liberty. Alors, on va maintenant passer à ce que moi j'ai envie de nuancer dans votre ouvrage. Vous m'aviez en tout cas envoyé un article que je n'ai pas diffusé sur Congo Liberty parce que j'attendais l'occasion qu'on en discute, parce que je considérais qu'il fallait qu'à ce sujet, que vous apportiez plus d'informations, en tout cas un argumentaire pour que les gens vous saisissent. Vous avez commencé votre propos en disant que la conférence nationale avait enfanté un dictateur. Est-ce que vous considérez que M. Pascal Lissouba est un dictateur? Alors, j'ai parlé d'un dictateur sorti des urnes. Qui était M. Pascal Lissouba? Absolument. Je distingue deux choses. Bien sûr qu'il a toute la légitimité. Mais ayant toute la légitimité, est-ce que ça suffit, quand on a une légitimité, pour considérer que tous les actes que l'on pose par après sont des actes démocratiques? Alors, si on distingue bien l'origine, bien sûr, personne ne conteste. Et personne n'a contesté sa légitimité.
Tout le monde reconnaît que l'élection de 92 était une élection qui a été honnête. Maintenant, faut-il pour autant accepter et considérer comme démocratique tout ce qui s'est fait par la suite? Alors, la question, M. Zikawazika, est de savoir, parce que j'ai quand même eu l'impression, dans votre ouvrage, que vous avez une dent contre le professeur Pascal Lissouba. Est-ce que vous considérez, il est forcément responsable avec d'autres, qu'il est le seul responsable? Je n'ai pas vu dans votre ouvrage citer M. Bernard Kolela, avec tout ce qu'il a pu mener comme action négative, hein, comme M. Pascal Lissouba, vous pourrez les énumérer. Et j'ai l'impression que vous en voulez plus à Pascal Lissouba qu'à Sassou Nguesso, par exemple. Je peux me tromper, mais à ce sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, je crois que vous avez raison, mais je dirais qui aime bien châtie bien. Hein, ce qui m'intéresse en Pascal Lissouba, c'est que tous nos espoirs étaient en lui. On entrait en démocratie. Et on avait, comme vous disiez tout à l'heure, une éminente matière grise qui arrivait au pouvoir. Donc, ce que je dis, c'est à la hauteur des espoirs déçus. Et justement, c'est parce que ce ne sont pas les personnes qui m'intéressent que je n'ai pas parlé des autres. C'est lui, en tant qu'il était porteur d'espoir, et que tous nos espoirs, qui étaient justement les espoirs de tous les Congolais, hein, sortis du monopartisme, en entrée dans un état de droit, etc. Hein, c'est donc à la hauteur des espoirs déçus que mon propos doit se mesurer. Et vous avez raison de dire que je n'ai pas parlé des autres, parce que pourquoi je m'intéresserais aux autres, hein, étant donné que ce ne sont pas les personnes qui m'intéressent, mais la démocratie congolaise, dont il a été le symbole, hein, au sortir de la conférence nationale. Donc c'est à ce titre-là. Hein, il faut donc mesurer mes propos à la hauteur des espoirs déçus, et non pas y voir une attaque personnelle. Hein, vous êtes sur Congo Liberty avec M. Zikawazika. Congo Liberty, le site de la vérité, où les débats sont francs, où la parole est libre, ce qu'on reproche parfois à Congo Liberty. Il y a une autre nuance que j'ai trouvée dans votre ouvrage, c'est au sujet de ce qui pouvait paraître une très bonne idée, c'est l'affectation des journalistes sous le ministère de la Communication dirigé par M. Guy Menga. Alors, donc, pour la gouverne des Congolais, M. Guy Menga arrivé au pouvoir, en tout cas au ministère de la Communication, avec M. Milongo sous la transition, avait pris comme premier acte d'affecter des journalistes dans les régions sous prétexte qu'il fallait décentraliser l'information. Mais je ne sais pas si M. Zikawazika, vous êtes au courant que cette liste était, entre guillemets, à caractère tribal, au sens où tous les journalistes affectés étaient des journalistes qui n'étaient pas favorables au gouvernement de transition, en tout cas supposés favorables, puisque c'était des journalistes. Donc c'était devenu politicien, et vous avez argumenté ce fait dans votre ouvrage. Est-ce qu'il vous a manqué cette information que je vous donne, en sachant que la décentralisation de l'information est une bonne chose, ou est-ce que vous l'avez fait à dessein de politique intérieure au Congo? Mes propos ne sont jamais politiques. Là, il s'agit de constater qu'il était question de rapprocher le service public des populations. Brazzaville n'est pas tout le Congo. Sans infrastructure, il faut le rappeler. Il n'y a aucune infrastructure à Sibiti où on avait affecté, je crois, Joseph Diélé ou Bitala Bitemo, qui était quand même l'une des personnalités les plus éminentes de Télécongo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Savorgnan de Brazza, quand il est arrivé au Congo, il n'y avait aucune structure. Alors, qu'il n'y ait pas de structure, qu'on ait à construire des structures, c'est une chose. Mais moi, ce que je dis surtout à propos de cette affaire, c'est qu'il s'agissait d'affecter les gens de façon autoritaire, alors qu'il fallait précisément les attirer, donner des éléments qui feraient que ce soit attrayant pour les journalistes.
Hein, faire de sorte que, perdant effectivement et les commodités qu'ils avaient à Brazzaville, qu'ils aient des avantages. Ça se fait partout. Je veux dire que ce soit un engagement qui présente pour eux aussi des avantages. Ce que je dénonçais, c'est le fait que politiquement, il y ait eu cette maladresse-là. Que ça soit simplement et de façon autoritaire qu'on affecte des gens là où il n'y a pas de structure. Et bien, quand il n'y a pas de structure, il y a des compensations. Quand il n'y a pas de structure... Surtout pour compléter, et c'est un peu pour ça aussi qu'au Congo il y a des problèmes, n'étaient sur cette liste tous les ressortissants sauf ceux du pôle. Mais justement, il s'agissait, et il aurait fallu prendre des volontaires, mais sur la base des éléments attrayants, sur la base des avantages qu'on aurait pu leur offrir, et non pas de façon autoritaire. Moi, je crois que le projet en soi est très bien. On ne peut pas ne pas refuser de rapprocher le service public des populations, que ce soit l'école, que ce soit la radio, que ce soit les mairies, etc., au lieu que les populations viennent à Brazzaville pour se constituer, pour pouvoir avoir une carte d'identité, etc. Moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas aller dans ce sens-là, rapprocher le service public des populations. Mais seulement, étant donné qu'il n'y a pas de structure, il faudrait qu'il y ait des avantages qui puissent attirer précisément les serviteurs de l'État à l'intérieur du pays, et non pas faire de façon autoritaire. Moi, je crois que ça, c'est une maladresse politique, ou peut-être une incompétence, effectivement. Mais Monsieur Zika sur Congo Liberty, on a essayé de dégrainer toutes les problématiques soulevées par M. Zika dans son excellent ouvrage Congo-Brazzaville, quelle démocratie pour demain, que j'invite vivement à lire, et nous donnerons à la fin de cette interview toutes les coordonnées pour. Nous allons aussi, M. Zika, vous allez me permettre qu'on parle de l'actualité congolaise récente. Il y a une crise multidimensionnelle au Congo, on parle du FMI qui doit arriver au pays, mais à côté de ça, il y a des problèmes de politique intérieure. On parle d'un dialogue national au Congo. Bref, comment pourrait-on sortir de cette crise politique au Congo? Est-ce que la solution a été celle de M. Denis Sassou Nguesso qui a institué une opposition officielle, ou est-ce que la solution, c'est encore, et une fois de plus, un grand Bongi, bien que vous l'ayez dénoncé dans votre ouvrage? C'est quoi aujourd'hui la solution? Non, mais la solution ne peut pas être un diktat venant d'un homme. La solution doit répondre précisément aux vœux des populations. Et en ce sens, je ne suis pas devin pour pouvoir dire comment sera l'avenir, mais en tout cas, plus on associera la population, plus on associera l'ensemble des citoyens, plus les solutions seront acceptées et plus le dénouement sera bien sûr à la hauteur des enjeux. Monsieur Zika sur Congo Liberty, nous arrivons au terme de notre émission. Comme vous le constatez, cette émission s'est appuyée sur l'ouvrage de Monsieur Zika. Malheureusement, il y a beaucoup de bonnes choses dans cet ouvrage, mais nous ne pouvons malheureusement pas parler de tout. Nous vous invitons donc à acheter cet ouvrage. Quel est votre mot de la fin, si tant est que vous en ayez un? Un mot de la fin, je dirais qu'au Congo, nous attendons la paix des braves. La paix des braves, c'est celle qui ferait que les élites et des différentes régions puissent se retrouver au sein de partis à caractère national, pour cette fois-ci réfléchir autour de projets émancipateurs. Plutôt que de rester recroquevillé et à la défense des intérêts de la région, je crois que la sortie de la crise, et là, sinon on sera encore surpris par une vacance du pouvoir et dont on ne saura pas quoi faire. Moi, je crois que pour remédier à une impréparation qui a été la nôtre et qui a conduit justement la phase démocratique s'était ouverte chez nous dans l'impasse, il faut vraiment une paix des braves. Une paix des braves, tels sont les mots de M. Zika, congolais et philosophe. C'était son mot de la fin. Nous vous remercions une fois de plus, M. Zika. La porte de Congo Liberty vous est ouverte
tant sur les articles que vous diffusez, le dernier a fait couler beaucoup d'encre. Vous pouvez me rappeler le titre déjà? Les titre, Congolais. Les Congolais et l'art de se balancer sans balançoire. Voilà, c'est le dernier article de M. Zikawazika diffusé sur Congo Liberty qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous pourrez le constater dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Congo Liberty. Merci, au revoir.